Mardi 2 juillet 2024, 10h45, Querbillan, dans la chambre de Simon. Je n'aime pas les changements. Vivre sur le mode de la famille élargie, ces derniers temps à Querbillan, ne m'a probablement pas très bien réussi. Nous avons passé à Paris l'essentiel de l'année, de l'automne jusqu'au printemps. J'avais mes habitudes et le bonheur était tout proche. J'avais conscience de ma chance, j'appréciais d'être chaque jour avec Roland, de voir mes enfants le week-end, de penser à eux en semaine. J'aidais maman à supporter sa solitude par nos conversations téléphoniques quotidiennes. J'avais mes amis d'écriture avec qui j'échangeais par téléphone, principalement par lettres orales, des messages vocaux déposés sur WhatsApp écoutés en décalé. J'écrivais régulièrement. Ma vie spirituelle me rassurait, surtout quand mon humeur entamait une dérive vers la tristesse. J'ai conscience de la douceur et de l'équilibre de mes jours passés. Roland et moi sommes de nouveau à Kerguelen, après être restés 15 jours à Paris. Nous avions eu l'intention de n'y rester qu'une semaine. Mais maman a eu un accident de voiture, elle a dû l'envoyer à la casse et en acheter une autre. Elle était, à son âge et à l'époque d'Internet, dépassée par les indispensables démarches administratives. Son moral s'était effondré. Roland et moi avions prévu une multitude de choses à faire. L'incision de mon panari dans un hôpital spécialisé de Neuilly a duré une journée entière. Les précautions chirurgicales prises en ce cas sont les mêmes que celles que l'on retient pour une appendicite. J'ai perdu mon téléphone portable dans le train, entre Paris et Thizy, en banlieue sud, un jour où j'allais voir maman. Ce fut éprouvant. Je ne pouvais plus écouter de livres audio. Je passe ma vie lorsque je range, lorsque je marche, lorsque je suis sur la plage, à écouter des romans. Mon cerveau, depuis quelques années, a subi une profonde évolution. Je ne parviens plus à me concentrer dans la lecture silencieuse et j'ai le sentiment que la lecture audio m'a réellement sauvée. Où trouverais-je, en effet, mon oxygène, mon ouverture sur le monde, sans mes voyages en littérature? Je sais maintenant transformer les livres papier en fichiers PDF, lisibles automatiquement par mon téléphone, et celui-ci me permet également d'écouter les livres que j'acquiers sur liseuse. Je fus donc sevrée du jour au lendemain quand je perdis mon téléphone. Roland m'a accusée, cela va sans dire, d'inconscience et d'étourderie. Il me voit ainsi, insupportablement négligente et tête en l'air. 5 jours furent nécessaires avant que ma nouvelle carte SIM n'arrive par la poste. Et Roland a ensuite atteint un paroxysme de colère parce qu'il trouvait que je faisais, concernant mon nouveau téléphone, une fixation négative ou un rejet, pour l'exprimer autrement. C'était simple. Dès que je le touchais, l'appareil se bloquait. Dès que Roland intervenait, l'iPhone faisait preuve d'une tranquille docilité. L'irruption de ce nouvel appareil nous a entraînés, Roland et moi, sur de chaotiques et hostiles sentiers. Le soir du samedi 15 juin, alors que je rangeais la maison avant de gagner la chambre et me baissais pour ramasser un objet, une fulgurante douleur m'a immobilisée. SOS médecin est passé le dimanche matin, je souffrais d'un lumbago, je suis restée 2 jours complets allongée, sans bouger. J'ai donc accumulé les soucis, mal au doigt, au dos et problèmes de téléphone, de retour à Paris, après avoir accueilli les enfants en Bretagne. Comment savoir? Un lien existe-t-il entre notre récente vie, ensemble, dans la maisonnette, et ces importunes contrariétés? Un problème au doigt, m'a dit Gabrielle, l'une de mes amies passionnées de psychologie. On dit que cela signifie que l'on a dû supporter un trop grand nombre d'obligations. Un doigt en souffrance correspondrait à une saturation relative à l'injonction je dois. Quant à un problème de dos, Gabriel me l'a rappelé, et l'hypothèse est maintenant quasiment de notoriété publique, un problème de dos, donc, serait à rapprocher de l'expression familière en avoir plein le dos. Gabriel a évidemment mentionné ce genre d'avis
sous toutes les réserves possibles, les manifestations d'ordre psychosomatique étant, c'est l'évidence, sujettes à caution. Mais j'ai entendu son interprétation. Peut-être étais-je effectivement assez fatiguée. Nous avons donc prolongé notre séjour à Paris. Nous sommes maintenant depuis une dizaine de jours dans notre maisonnette. Marc et Simon sont venus le temps d'un week-end. Marc passait son examen de plongée et Simon, sur la demande de son frère, l'a volontiers accompagné. Nous avons eu Marc dernièrement au téléphone. Il a évoqué les prochains Jeux olympiques. Le télétravail sera conseillé aux salariés de la capitale et il prévoit de nous rejoindre à Querbillan avec Delphine et Betty. Il installera son bureau à distance dans l'une des chambres de la maisonnette. Je crois que Roland n'apprécie pas plus que moi les changements. Il s'est récemment montré désagréable, comme s'il ne me supportait pas, ou comme s'il éprouvait un malaise, qui le pousse à donner quelques coups de griffe autour de lui. Quelle que fût, dans tous les cas, la raison de son irritation, agacement à mon encontre ou souffrance intérieure, la conséquence fut immédiate. La joie m'a déserté. Elle n'est toujours pas revenue. Le fait déclencheur fut celui-ci. Je me levais, samedi matin, plutôt que Roland. Je corrigeais des enregistrements de livres que je lis au profit de Littérature Audio, un site internet qui propose gratuitement des œuvres audio appartenant au domaine public. J'étais sur le canapé du salon dont j'avais, afin d'être plus à l'aise, ôté les coussins qui le recouvraient. Roland s'est levé tard, aux alentours de 10h15, comme s'il lui était difficile d'entamer sa journée, comme s'il manquait du désir de sortir de son lit ou de s'extraire de l'immobilité. Il ne dit pas un mot. Il resta assis sans bouger, le regard vide, enfermé dans un profond mutisme. Je m'informais, lui demandais s'il avait un problème. Il me répondit sèchement, par la négative. Nos brefs échanges qui suivirent témoignèrent de notre incompréhension mutuelle. La gêne et le malaise firent leur entrée fracassante dans notre maisonnette. Je suis sortie pour essayer de me recueillir de l'autre côté de la haie de Thuya, dans le jardin de notre voisin qui n'occupe pas encore sa maison d'été. J'ai dit à Roland, pour ne pas l'inquiéter, que j'allais sur la plage, mais j'étais tout près. Je l'entendais tout sauter. J'entendais les grognements du chien quand il croyait percevoir un passant près de la maisonnette, ou peut-être même mes propres mouvements, quand je changeais de place avec mon siège et mes pullovers. Je restais allongée, recroquevillée sur mon pliant en position horizontale. J'essayais de retrouver mon calme pour ne pas sombrer dans l'éloignement, le mutisme et l'incapacité de communiquer ensuite avec Roland. Je me concentrais pour parvenir, plus tard, à donner le change, pour ne pas dévoiler mon effondrement. Le malaise nous habitait d'ores et déjà, et si par malheur nous nous retrouvions tous deux incapables de vivre notre journée à peu près normalement, en ce cas, de la détresse s'ajouterait à la détresse. Lorsqu'un conflit survient entre nous, Roland n'est jamais celui qui tente de dénouer la situation. Il ne brille pas par son aptitude à communiquer. La sortie de l'impasse repose sur moi. Il est de mon ressort d'essayer d'améliorer l'apparence de nos relations, de réussir à faire au moins comme si un semblant de douceur ou de paix nous accompagnait de nouveau. Il me faut sourire, reprendre mon bâton de pèlerin et poursuivre la route. Je me comportais donc, à l'heure du déjeuner, comme si l'ambiance matinale n'avait pas été saccagée. J'alimentais, comme d'habitude, la conversation. Mon rôle est celui-ci, parfaitement connu et défini entre nous. Roland était tout disposé à se comporter d'une aussi sage manière, et vers la fin du déjeuner, alors que l'atmosphère paraissait avoir retrouvé sa limpidité coutumière, alors que je ne pouvais être soupçonnée d'être mue par un désir de revanche ou d'agression quelconque, alors seulement, j'étais cependant intérieurement toujours aussi abattue, alors seulement donc je lui demandai la raison de son mécontentement du matin. Il hésita un bref instant avant de me faire cette réponse définitivement dépourvue de bon sens. Je n'avais même pas un endroit où m'asseoir sur le canapé pour prendre mon café.
Tel fut le simulacre de réponse dont il me gratifia. La vraie raison est ailleurs. Je suppose qu'il éprouve une gêne intérieure qu'il n'analyse pas. Mais quelle que soit l'origine de son comportement, je suis maintenant cerné par la tristesse pour plusieurs jours. Je ne sais pas s'il en a conscience. Je parviens maintenant à dissimuler ce genre d'affliction lorsqu'elle m'habite. Mon repli et mon silence intensifieraient le malaise. Depuis 3 jours, ne vibrent plus en moi les parcelles indispensables de joie intérieure, mais je fais bonne figure. Depuis samedi, Roland et moi agissons tout à fait normalement, sans souci apparent. Nous déjeunons gentiment au milieu de journée. J'annonce ensuite que je vais sur la plage. J'ai en réalité menti une fois de plus ces derniers jours, en retournant dans le petit jardin voisin au lieu d'aller contempler la mer. Je suis restée allongée, recueillie et triste. Je n'avais pas envie de me retrouver sous les regards croisés d'estivants, souriants et décontractés. L'après-midi devait passer. Elle s'écoulait, peu à peu, avec peine. Je me concentrais pour tenter de retrouver la paix, mais j'étais en réalité surtout épuisée. La tristesse épuise. Je concluais que Roland n'apprécie peut-être pas plus que moi les changements. Nous avions récemment vécu la cohabitation à l'improviste avec les jeunes. Nous avions ensuite retrouvé notre mode d'existence en tête-à-tête à Paris puis en Bretagne, et de nouveau la perspective de la présence de Marc, Delphine et Betty s'annonçait pour une durée sans doute assez longue. Marc télétravaillerait dans un premier temps, viendrait ensuite l'heure des vacances, dans la maisonnette également, si Marc et Delphine le souhaitaient. Je m'interrogeais. Cette relative incertitude convenait-elle à Roland? Il n'a en effet pas l'habitude de céder sans raison apparente à ce genre de malencontreux mouvements d'humeur. Je n'ai pas le souvenir qu'il se soit laissé aller à de tels débordements sans motif ces derniers mois à Paris. Roland ne soupçonne peut-être pas ma tristesse intérieure. J'ai l'air de ce que je ne suis pas. Je crois désormais que, sur ces sujets, de mon humeur et de mes états d'âme, la transparence totale n'est probablement pas la meilleure des attitudes. Roland ne sait pas quel sombre chemin je parcours en ce moment. La joie risque, dans ces conditions, de demeurer désespérément absente. Les doutes, quant à eux, croissent et embellissent. Je suis assez perdue. Je me sens assez perdue. C'est pourquoi j'avais besoin d'écrire ce matin. Mes dernières pages datent du 6 juin, le lendemain de notre retour à Paris. Un mois, ou presque, s'est écoulé depuis ce jour. J'ai terminé depuis une semaine maintenant le travail sur la forme de mon texte du 6 juin et je serais malheureuse si je n'ajoutais pas de nouveaux paragraphes à mon ouvrage, de même qu'une araignée tisse sa toile, de même qu'un castor construit son barrage ou un ver produit des fils de soie. Je savais donc, ce matin, même si mon état de joie n'était pas extrêmement satisfaisant, que j'allais poursuivre ma création. J'ai dû réfléchir auparavant, afin de trouver ce que je voulais profondément exprimer. J'ai réfléchi et me suis dit que j'aurais tout intérêt à essayer, par l'écriture, d'atteindre 2 objectifs à la fois. Tout d'abord, la création m'était nécessaire, en vertu de mon tempérament de castor constructeur. Je tenterai, par ailleurs, de mieux comprendre mes préoccupations afin de combattre ma tristesse. Tel était mon projet ce matin en sortant du lit. Il me fallait écrire pour garantir mon équilibre habituel, mais aussi pour sortir de l'ornière de la peine. Je n'ai rien à reprocher, ni à Marc, ni à Delphine. On ne peut les critiquer s'ils aiment nous rejoindre au bord de la mer. Roland et moi avons toujours agi en ce sens. Marc vit depuis 10 ans avec Delphine,
Nous avons régulièrement exprimé un bel enthousiasme en leur proposant chaque année, s'ils le souhaitaient, de passer dans une maison louée leurs vacances avec nous. Ils ont immanquablement accepté. La situation n'est plus la même. Une location impose une durée de séjour clairement définie et limitée dans le temps. Notre maisonnette nous offre en ce domaine une liberté totale. Voici les injonctions que j'ai bien envie de me formuler à moi-même afin d'essayer d'améliorer mon humeur. Cesse donc, Nin, s'il te plaît, d'être angoissée et triste parce qu'un changement se profile à l'horizon de cet été. Parce que tu ne sais pas précisément quand Marc et Delphine décideront de nous rejoindre, parce qu'ils passeront un temps indéterminé et peut-être assez long avec nous. Cesse de ruminer ces idées qui ouvrent grand la porte à la morosité, à la pesanteur, à une monochrome grisaille de tes joues. Tu n'as pas le choix. Mon fils aîné, accompagné par sa quasi-épouse et son enfant, aime être avec nous. Et je me sais totalement incapable de lui dire que Roland et moi préférerions être seuls. Je ne peux absolument pas formuler de tels propos. S'ils choisissaient spontanément de partir de leur côté en vacances, Roland et moi mènerions notre tranquille existence estivale à Kerbian ou à Paris. Nos jours seraient doux. Mais si nous arrivions à cette même organisation après y avoir incité Marc et Delphine, je le vivrais terriblement mal. Je m'interdis cette perspective. Je contribuerais peut-être ainsi en gardant le silence, à favoriser dans l'esprit de Marc et Delphine l'émergence d'une illusion. Peut-être passeront-ils régulièrement en notre compagnie de très agréables vacances et seront-ils de la sorte incités à penser que la vie ressemble effectivement à ces jolis moments passés dans le cadre d'une famille élargie. Ils apprécieront ces jours d'été, tout en ignorant combien cette réussite est vraisemblablement extrêmement rare. Ils croiront même, éventuellement, pouvoir reproduire ce schéma plus tard avec leurs propres enfants devenus grands, et peut-être alors s'étonneront-ils de découvrir que l'harmonie n'est pas si aisément atteinte. Stop! J'arrête là. Je tire des plans sur la comète. J'anticipe un avenir trop lointain et risque donc très probablement de me fourvoyer. J'abandonne cette piste. Si mon fils croit qu'il est facile de vivre en couple et en compagnie de ses parents, d'irrémédiables catastrophes ne s'en suivront vraisemblablement pas. Marc ainsi que Delphine nourriront peut-être ces plaisantes illusions. La vie sera longue ensuite, et ils disposeront plus tard de tout le temps nécessaire pour faire leur propre apprentissage à leur façon. Ils réaliseront par eux-mêmes que la vie en famille, éventuellement élargie, n'est ni aussi simple, ni aussi lumineuse qu'ils l'avaient spontanément supposé. Notre rôle n'est pas de le leur apprendre. Ce n'est, quoi qu'il en soit, pas le mien. Je n'en ai pas le courage. Je ne peux pas leur faire savoir que je serais mieux sans eux. J'en suis incapable, je l'admets. Je ne sais quand ils nous rejoindront. Peut-être arriveront-ils avant le 14 juillet, peut-être après ou encore vers la fin du mois. Je l'ignore, mais mon désir profond, à ce jour, est de réussir en attendant, alors que je suis ici, à Kerbian avec Roland, à vivre légèrement. Je souhaiterais pouvoir profiter de ces moments et ensuite, quand ils arriveront, je ferai au mieux. J'aimerais mettre fin à mon blocage actuel d'angoisse rigide et contrariée. Mes réflexions, développées ici, devraient y contribuer. Je crois avoir atteint le terme du chemin que je souhaitais ce matin réussir à parcourir. Euh, Que mon lecteur m'autorise maintenant, si ses réserves de patience ne sont pas complètement épuisées, à raconter comment je me suis levée il y a une petite heure et demie, en sachant que mon but serait de parvenir à dépeindre au mieux les coteaux, les bosquets, les ravines de mon paysage intérieur. Je dirais comment je me suis préparée depuis mon réveil jusqu'au moment où j'ai commencé à m'exprimer. J'emploie ce verbe exprimer car je n'écris pas.
au sens propre du terme. Le travail du texte interviendra plus tard. Je suis dans le noir, allongée sur le ventre, sur le lit de Simon, et je parle dans le micro de mon téléphone. Réfléchir avant de m'exprimer était indispensable pour réussir à rassembler mes idées, à résumer, faire la synthèse, éviter de me perdre, tenter de dire l'essentiel, avoir conscience de la raison profonde pour laquelle je souhaitais écrire. Je devais y penser avant de chercher les mots. J'ai pris ma trottinette, j'ai rempli mon sac à voile, c'est ainsi que j'appelle mon sac à main, gigantesque, je dois l'avouer. Ce sac, de luxe et de marque, classe et élégant, est en réalité un grand sac de voyage plutôt qu'un sac à main. L'entreprise 727 Sailbags, située à Lorient, fabrique ce type de produit à partir de voiles usagées ayant appartenu à des navires hauturiers. Les voiles utilisées n'ont à leur actif pas plus d'un ou deux tours du monde, mais elles paraissent quasiment neuves. Les bateaux d'où elles proviennent sont des navires de course, dont le matériel, pour maintenir un excellent niveau de performance, doit être fréquemment renouvelé. J'ai enfourné dans mon vaste bagage nombre de damars, des chaussettes, ainsi qu'une paire de tennis. Je suis sortie de la maison chaussée de mes tongs qui me servent de chaussons. J'ai pris une veste et un pantalon de ciré, des stylos, des cahiers, sans oublier mon téléphone. Je pouvais vouloir utiliser le dictaphone. J'ai ajouté un petit thermos de thé. Je n'avais pas pris le temps de boire ma tasse du matin. Et quelques pièces de monnaie. J'étais ainsi parfaitement équipée et parée à toute éventualité. Je pouvais, selon ma préférence du moment, faire une pause dans un café puisque j'avais quelques euros. Je pouvais aussi m'installer sur la plage ou sur l'un des bancs gracieusement mis à disposition par la commune de Querbillan puisque je disposais de toutes les couches et sous-couches nécessaires destinées à me protéger de la fraîcheur du matin. Ma trottinette serait utile pour atteindre au plus vite le centre de Querbillan-Plage. Je longeais la mer. Un carré avait été délimité sur le sable, à l'intérieur duquel se tenaient une soixantaine de personnes de mon âge, à savoir des retraités point encore trop affaiblis. Une femme déposait sa serviette devant ce groupe conséquent. Je suppose qu'elle s'apprêtait à dispenser un cours de yoga, qigong ou autre gymnastique douce. Cette animation doit faire partie des prestations gratuites offertes par la commune aux estivants de Querbillan. Je passais devant des cafés, je n'avais pas envie de m'y enfermer, ni de me trouver aperçue par les consommateurs alentours. Les premières boutiques ouvraient leurs portes. L'une d'elles, jolie et attirante, présentait des bijoux et de mignonnes tasses et assiettes de céramique. La sympathique vendeuse, debout devant sa porte, peut-être la créatrice des objets exposés, le sourire aux lèvres, m'a gentiment conviée à prendre quelques chouquets ainsi qu'un verre de jus d'orange disposé à cet effet devant sa vitrine. J'ai décliné son offre tout en la trouvant charmante et chaleureuse. Les rues étaient encore vides. Devant une autre boutique, une vendeuse accrochait sur le trottoir des vêtements sur des cintres. La mode offrira apparemment cette année tout un panel de couleurs fleuries et pastel, déclinées depuis le rose jusqu'à l'orange. Des couleurs que je porte rarement, mais qui m'attirent, en théorie ou abstraitement, au niveau du fantasme, si je puis dire. Je me suis arrêtée un moment pour m'intéresser à un body de coton rose. De même que l'autre commerçante, celle-ci s'est aimablement approchée, nous nous sommes courtoisement salués et j'ai passé mon chemin. J'ai trottiné jusqu'à l'arrêt d'autobus situé devant l'office de tourisme. Un homme était là, avec des sacs de voyage, accompagné par une amie. Les vacances étaient visiblement terminées. Vous attendez l'autobus? Ai-je demandé. La femme garda le silence. Oui, a répondu l'homme. Ah oui, et à quelle heure passe-t-il? Redemandai-je. 11h15. Je regardai ma montre. Il était 10h15. Je fis remarquer qu'ils étaient en avance, tentant de la sorte, par une forme de réflexe de courtoisie, d'instaurer entre nous une complicité amusée. L'homme ne répondit pas.
J'aurais volontiers emprunté cet autobus pour aider à rassembler mes idées, mais il tarderait trop. Celui d'en face, qui allait dans le sens opposé, s'arrêta alors devant l'abribus de l'autre côté de la route. Le conducteur interpella le voyageur posté près de ses sacs. Vous attendez l'autobus? Lui lança-t-il. Oui, mais c'est dans 1 heure. Oui, décidément, lui dis-je, ne pouvant une fois de plus résister à la tentation d'exprimer un propos quelque peu teinté d'humour, que je supposais de bonne aloi, décidément, lui dis-je, vous êtes surveillé. Tout le monde s'intéresse à vous. Un silence suivit, avant qu'il ne daigne répondre à l'adresse du chauffeur. On vient du camping. On nous jette dehors à 10 heures. J'eus la brève impression que, délivrant cette éclairante explication, le voyageur se déridait un peu. Il ne gravissait certes pas les degrés culminants d'un séduisant échange de type extraverti, mais enfin, il avait entr'ouvert la porte de quelques millimètres à l'un de ses frères humains. Il s'éloignait, renonçant à attendre 1 heure entière pour être porté, aidé, soutenu, cocooné par les vibrations et le ronronnement accueillant et apaisant de l'imposant véhicule. Je n'ai pas non plus osé traverser la rue en courant, telle une originale déraisonnable encombrée par sa trottinette et son gros sac de voyage, se décidant au dernier moment à attraper l'autobus en direction de Quiberon. Je quittai l'abribus, songeant que les vacances de l'homme et de sa compagne touchaient à leur fin, que leur séjour n'avait peut-être pas frôlé les cimes de la perfection, la compagne n'avait pas prononcé un mot, et l'homme ne semblait certes pas surfer sur les enthousiasmantes vagues du bonheur. Je me suis assise, pour entamer ma réflexion, sur un banc, à quelques mètres de l'office de tourisme. J'ai enfilé mes chaussettes et mes tennis pour éviter d'avoir froid. J'ai glissé mes tongs dans mon sac. J'ai réfléchi et j'ai trouvé l'idée. L'écriture me permettrait d'éclaircir ma situation, de l'accepter et ainsi d'éloigner la tristesse. Peut-être serais-je capable, aujourd'hui même, de dire à Roland les conclusions, amplement raisonnables, tout compte fait, auxquelles j'étais arrivée. Je m'apprêtais à quitter le banc qui avait accueilli ma réflexion. Je réenfournais dans mon sac la quantité d'objets préalablement extraits, dont mon thermos que j'avais utilisé, ayant pris une petite tasse de thé. Je passai devant un joli auvent de toile blanche, dont j'avais rapidement aperçu la silhouette à l'allée quand j'approchais de l'arrêt de bus. Un producteur artisanal proposait des produits bio. Il avait dû demander l'autorisation de s'installer sur cette petite place près de l'office de tourisme. Je trottinai non loin de lui et saisis une bribe de conversation. Une cliente d'une soixantaine d'années était près de lui avec un landau devant elle. La nacelle de petite taille contenait donc un très jeune nourrisson, d'un âge sans doute comparable à celui de Betty. Oui, oui, telles furent les paroles de la grand-mère, visiblement satisfaite que je saisissais au vol. Je vous commanderai des produits un peu plus tard, vous comprenez, nous serons 15 dans la maison tout l'été. Très bien, chacun sa vie, me dis-je, poursuivant mon chemin. Voici une femme qui me semble tout à fait contente. Je suis rentrée à la maison pour considérer justement cette question, comment réussir à vivre dans une maison d'été? Je pensais à maman, que je connais certes mieux que madame la cliente du vendeur de produits artisanaux installé près de l'office de tourisme. Maman a été à la hauteur de la tâche avec sa maison de Signac, seule qui plus est, mon père nous ayant quittés depuis plus de 20 ans. Elle a gardé ses petits-enfants, encore jeunes, au bord de la mer, sans la présence des parents. Elle a ouvert sa maison à Hector, l'un de ses petits-fils, après qu'il se fût marié. Thérèse, sa fille aînée, n'y est pas venue très souvent. Elle n'appréciait à mon avis que modérément cette organisation, mais Hector s'invitait, accompagné par sa famille. Il disait qu'il adorait cette maison. Cathy, ma plus jeune sœur, contrainte quant à elle par des considérations financières, y séjourna régulièrement avec ses enfants. Maman ne déméritait pas. Elle recevait qui souhaitait la rejoindre, mais ensuite, après l'été, elle souffrait, fortuitement ou non, de bronchites à répétition, de troubles asthmatiques, de chutes depuis des tabourets ou escabeaux divers,
de crises aiguës d'arthrose ou d'autres maux encore. Sa santé la trahissait, mais elle n'aurait cependant jamais convenu que la tâche était trop lourde. Elle assumait, sans le critiquer, son rôle de mère et de grand-mère. J'ai récemment acheté Dans la maison d'été, un roman de Catherine Reisset. Elle est la compagne d'Olivier Adam, un célèbre écrivain contemporain, et je découvre que cette femme, dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques jours, mène, elle aussi, une jolie carrière littéraire. Elle a 50 ans et sa bibliographie est riche d'une dizaine de romans. Dans la maison d'été, publiée en mars dernier, raconte l'histoire de la demeure bretonne familiale achetée par les grands-parents de la narratrice où se croisent pendant plusieurs dizaines d'années cousins, cousines, tantes et oncles à l'occasion des vacances estivales. J'ai hâte de lire ce livre présenté comme un récit d'inspiration autobiographique. La vie n'est-elle pas surprenante? J'étais angoissée lorsque mes enfants étaient jeunes. Je me demandais si le couple que nous formions, Roland et moi, serait durable, et j'étais habitée, comme Roland, par l'anxiété relative à l'avenir de nos enfants. Saurions-nous les armer suffisamment pour leur vie future? Nos moyens d'action en tant que parents se situaient selon nous dans le domaine de leur formation scolaire puis universitaire, afin qu'ils abordent au mieux leur future vie professionnelle. Ces soucis appartiennent désormais au passé, et l'aspect presque cocasse de l'existence, que j'aurais dû bien évidemment anticiper, mais mes aptitudes à me projeter dans le temps sont loin d'être fulgurantes. Cet aspect cocasse de l'existence, donc, me fait maintenant un discret signe de la main pour m'indiquer que, certes oui, mes préoccupations passées ne sont plus douloureuses, mais bien sûr que non, l'absence de soucis ne saurait être la caractéristique de mes jours actuels. Mes anciens motifs d'inquiétude ont disparu. Je suis convaincue d'aimer Roland. Dans mon esprit, aimer signifie que j'apprécie ses qualités et sa façon d'être. Je veux rester avec lui. Je me réjouis le matin de la perspective d'une nouvelle journée à ses côtés. Je désire qu'il soit heureux. Je tente d'agir en ce sens. J'ai envie d'être généreuse avec lui, de lui donner ce qui lui plaît, sans compter, ni mesurer, ni calculer. Je suis sûre de moi maintenant. Quant à nos enfants, la question de les aider à acquérir un bagage universitaire n'est plus d'actualité. Serais-je donc maintenant libre de soucis? Eh bien non. Me voici confrontée aux interrogations pas toujours simples d'une grand-mère, préoccupation largement répandue s'il en est. Mes anxiétés passées concernant la solidité de notre couple ainsi que l'avenir de nos enfants étaient aussi les plus fréquentes qui soient. Mais j'avais le sentiment sur le moment d'être la seule ou presque à les connaître, quand je les vivais intensément et surtout sans établir assez de distance pour les considérer. J'ai sans doute gagné en sagesse, puisque mes préoccupations actuelles ne m'apparaissent plus si rares, exceptionnelles, voire uniques. Maman a connu des soucis de cohabitation au bord de la mer. Karine Resset écrit sur le sujet. Et Madame la cliente des produits artisanaux est visiblement familière des phénomènes de famille élargie. La conscience de cette proximité avec les autres est apaisante, comparée à mon sentiment d'isolement d'autrefois. Ceci dit, existent-elles vraiment ces grands-mères vivant extrêmement bien la cohabitation d'été? Madame la cliente du producteur artisanal n'a exprimé que quelques paroles, peut-être superficielles, créatrices de belles images, éventuellement amplement décalées de la réalité évoquée. Je n'ai pour ma part pas eu l'occasion de rencontrer une seule personne pouvant réellement témoigner de la réalité de ce bonheur collectif familial. J'ai cru comprendre, dans les commentaires des lecteurs du roman de Karine Resset, que son récit abondait en tiraillements, conflits, heurts et souffrances répétées. Je connais par ailleurs l'expérience de maman. Roland et moi vivons banalement le phénomène de la famille élargie et Marc n'est pas critiquable. Il apprécie les vacances de ce type, nous avons fait en sorte qu'il en ait le goût, et si je peux l'aider à passer d'agréables moments avec sa compagne,
j'agirai en ce sens. Je participerai en partie à sa vie. Je la faciliterai, à la marge bien évidemment, car je serai très avisée de ne point oublier que c'est lui qui, le reste de l'année, conduira sa propre vie, lui qui, sans notre soutien, sera en charge de son existence, avec la femme qu'il s'est choisie pour compagne. Un élément essentiel que j'ai peut-être tendance, de temps à autre, à négliger